s'abattent ici lors des saisons cycloniques battent tous les records mondiaux de pluviométrie. Elles ont entaillé le sol en formant de gigantesques ravines. Cette érosion est telle qu'aujourd'hui, chose unique au monde, il est possible d'observer cet ancien volcan de l'intérieur. Vincent Famin, géologue au laboratoire Géosciences et maître de conférences à l'Université de La Réunion, étudie l'histoire de ce volcan et tente de mettre à jour les différentes étapes de sa construction et de sa destruction. Pour mieux comprendre ses recherches, il m'invite à le suivre à l'Illette à Vido, au cœur du cirque de Salazie, pour observer le gabbro, une roche très particulière qui s'est formée lors de l'extinction du volcan. Alors là, on est au cœur d'une chambre magmatique, c'est-à-dire un réservoir de magma qui a alimenté les éruptions du Piton des Neiges au cours de sa jeunesse. Et en fait, ce magma s'est peu à peu refroidi et en se refroidissant, il s'est solidifié pour donner cette roche compacte. Le Piton des Neiges, c'est le seul volcan au monde dont on peut observer la structure interne de cette manière. Il a été suffisamment creusé par les rivières pour qu'on puisse voir à l'intérieur ce qui se passe dans un volcan. Et en fait, l'idée, c'est de faire l'analogie entre ce volcan éteint, qu'on peut bien observer de l'intérieur, et un volcan actif, le Piton de la Fournaise, qui est juste à côté, que lui, on ne peut observer que de l'extérieur, que depuis la surface. Moi, ça fait à peu près 3 ans que je travaille sur le Piton des Neiges. En fait, on a commencé à s'intéresser justement à ce réservoir magmatique pour savoir comment fonctionne l'intérieur du volcan. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, tout le volcan lui-même a glissé sur sa chambre magmatique. Donc tout de suite, ça nous a fait nous poser des questions, à savoir quand, il y a combien de temps est-ce que ce glissement a eu lieu, de quelle ampleur et surtout pendant quelle durée. Donc pour ça, malheureusement, il faut connaître toute l'histoire géologique du volcan. Or, on ne la connaît pas. Pourquoi ? Parce que pour ça, il faut aller voir les roches qui sont situées au-dessus de cette chambre magmatique. Or, elles sont pour l'instant complètement inaccessibles. En fait, elles sont situées dans les très fortes pentes qui sont sous le sommet du Piton des Neiges. Donc en fait, ce sont des parois carrément verticales ou très proches de la verticale et dans des terrains très friables. Donc ils sont complètement inaccessibles sans un équipement particulier. Vincent Famin veut donc réaliser une coupe géologique intégrale du Piton des Neiges. Il souhaite pouvoir en déduire si ce massif a subi un ou plusieurs effondrements majeurs, comme ce fut le cas pour le mont Sainte-Hélène en 1980. Une telle étude implique une expédition hors du commun. Vincent sait qu'il doit faire appel à de vrais spécialistes de la montagne. C'est donc tout naturellement qu'il se tourne vers le plus réputé des canyonneurs locaux, Aymeric Baucheron. Il compte à son actif de nombreuses premières. Un projet de cette envergure représentant probablement un record mondial de dénivelé en canyoning ne peut que le motiver. Après plusieurs repérages aériens, la ravine la plus imposante partant du sommet paraît être la plus intéressante pour cette étude géologique. Ce grand cône offre une vue remarquable sur les différentes coulées s'étant succédé lors de la fin de vie du volcan et la ravine qui le poursuit s'enfonce au plus profond de ses entrailles. Mais le rocher à ce niveau paraît extrêmement délité. Afin de s'assurer de la faisabilité de cette descente, une expédition de repérage de cette première partie est organisée. Un groupe restreint de l'équipe formé pour cette aventure se rend donc au sommet avec Vincent et Aymeric pour tenter d'équiper les premiers rappels et réaliser les premières analyses géologiques. Grâce à son expérience, Aymeric trouve rapidement une ligne de descente intéressante où les zones de rochers sains semblent s'enchaîner correctement. Ces zones de meilleure qualité correspondent en fait à des dikes ou des sills. Ce sont des intrusions de magma, verticales ou horizontales, dans des roches plus anciennes qui se produisent lors d'éruptions permettant à la lave de rejoindre la surface. Bon, coulée différenciée, flat pack. Tout petit cristaux blanc là. Volant blanc.
Donc ça c'est connu, hein. Petit cristaux de feldspath là, la fin de vie du volcan, normal. Et ce qui va être super intéressant, c'est sous le ressaut là, parce que on sait pas. On est toujours dans les coulées différenciées. Hein. Là, on est toujours dans un truc que tu connais déjà, en fait. Bah, un peu plus ou moins, ouais. Jusque-là, en fait, il n'y a pas de changement. Non, jusque-là, c'est sans surprise. Jusqu'ici, aucune surprise géologique. Il n'y a pas non plus de surprise pour les canyonneurs. Le terrain, comme prévu, est très instable. C'est pas simple. C'est pourri complet. Là, j'ai réussi à me décaler. Là, je suis dans le cassé final. Le relais est mis. 150. 150, il y a des chances qu'on soit en bas. Là, il n'y a plus qu'à partir. 200. Un relais intermédiaire, une autre 100, on est en bas, quoi. Le travail préparatoire étant terminé, notre petite équipe peut remonter jusqu'au sommet sur les cordes laissées en place. Cette première descente dans ce canyon vierge de tout passage humain confirme donc les intuitions. La voie devrait être praticable, mais il sera très délicat d'y faire descendre une dizaine de personnes en même temps. Les chutes de pierre seront le gros danger à surveiller. Tout le monde peut donc se donner rendez-vous pour l'expédition proprement dite, dont la durée est estimée à 5 ou 6 jours en autonomie complète. Un mois plus tard, l'équipe est au complet pour cette grande première. Vincent Famin sera assisté d'un de ses amis, Sébastien Garcia, géologue spécialisé dans la datation des roches à l'Université libre de Berlin, venu spécialement pour l'occasion. C'est lui qui effectuera les datations des roches qui seront prélevées. Aymeric Bocheron et son associé Sébastien Jay ont de leur côté convoqué 4 spécialistes des descentes extrêmes de canyoning issus du milieu associatif local. Bélaïd Segouane, Raphaël Hirle, Éric Poulain et Michael Lanoir. Ils devront encadrer les géologues, mais également aider au portage des quelques 400 kg de matériel nécessaire, sans compter les roches qui seront prélevées. Après plusieurs reports dus à une météo incertaine, notre équipe composée de 10 personnes est enfin héliportée au sommet. Notre groupe franchit les différentes barres rocheuses équipées lors de l'expédition de préparation.
Nous arrivons enfin dans la partie totalement inconnue de ce canyon. Putain, c'est dur de bosser chargé. Vache. 23 coulées, mais j'ai pas pu faire mieux. Le détail, le seul truc, c'est que c'est moins différencié. Plus des feldspaths, des petits mini ronds baguettes, comme il y avait au sommet. Donc là, déjà, on va avoir du moins différencié. Et ce qui est normal, puisque plus on va vers le fond, plus on doit trouver des roches basiques, pauvres en silice. Là, cette espèce de barre là, c'est une rupture très franche. Et là, je crois que ça a l'air d'être des brèches. C'est ça qui m'intéresse. La brèche est une roche résultant de débris d'autres roches. Ici, elle correspondrait à un effondrement, théorie que Vincent voudrait confirmer. Alors là, on est en fait juste sous les coulées différenciées et ça commence à devenir intéressant. Si c'est une brèche comme ça, si c'est pas des coulées, ça veut dire qu'il y a eu un effondrement. Donc à vérifier avec l'autre géologue. Je vais en discuter avec lui quand il sera en bas. C'est la brèche ça? Ouais, on est dans de la brèche, il n'y a plus rien à voir. Hein? C'est bien de la brèche de débris, c'est pas de la brèche magmatique quoi. Tiens, regarde. On cherchait une déstabilisation, un effondrement majeur du volcan, et ça pourrait être ça. Alors ça peut être plein d'autres choses pour l'instant, faut pas s'avancer trop rapidement. Et comment tu peux vérifier que c'est bien ça? Ben, on va voir ce qu'il y a en dessous déjà. On va voir si c'est construit en dessous ou si c'est détruit. D'autre part, on va regarder au microscope aussi, au laboratoire après, pour voir quel type de brèche c'est. Et puis ensuite, il faudra aussi essayer de faire de la chimie pour savoir si c'est vraiment des produits différenciés ou des produits plutôt anciens. Mais il s'agit maintenant de progresser le plus rapidement possible au travers de la gorge pour rejoindre une zone observée lors des repérages aériens où un bivouac serait possible. Maintenant, là, l'objectif, c'est de ramener toutes les sangs qu'il y avait derrière pour alimenter Emeric et Bella pour qu'on puisse descendre le plus bas possible aujourd'hui. Donc bah là, on repart. Donc, j'ai fait le choix de ne pas me mettre en néoprène là parce qu'on retrouve l'eau. Pour vite avancer à amener des sacs pendant que les autres se changent. Eux, ils vont arriver là changer, ils vont pouvoir partir avec les sacs et donner à Emeric, et moi là je pourrais me changer, continuer, reprendre ma place et déséquiper quoi. Avec son travail d'érosion, l'eau a également évacué les roches instables. Le travail d'équipement s'en trouve grandement simplifié et les risques se réduisent. La partie la plus dangereuse s'est passée sans problème majeur. L'ambiance est jolie quand même. Hein. C'est là-bas qu'il faut qu'on aille bivouaquer dans le plat blanc. Et la goulotte reprend là-bas. D'accord. Et là, on est sorti de l'étroiture. Donc ça doit être la dernière cascade là en bas. Celle-là là ? Ouais. Parce que comme ça on va mettre un hamac de là à là où j'ai enlevé la mousse là. Okay. Voilà, ok. On en est à 2300 à peu près. Donc on a fait 700 mètres dans la journée. On a passé la zone la plus pénible. Là, on est dans les cascades. Alors on est toujours dans les mêmes coulées depuis tout à l'heure. Ça fait presque 600 mètres de non, c'est une bêtise. Ça fait 300 mètres de dénivelé qu'on est dans les mêmes cailloux. À peu près, donc ça varie pas beaucoup.
Malgré la nuit arrivant à grands pas, la première installation de notre bivouac s'effectue sans trop de peine. Chacun est heureux de se mettre au sec et de se réchauffer autour d'un repas bien mérité. Aymeric, quant à lui, finit sa journée en notant les informations des dernières cascades en vue de la création de la topographie de la descente pour une éventuelle répétition de cette course. Grâce à l'expédition de préparation, nous avons pu parcourir plus de 700 mètres de dénivelé, ce qui ne sera certainement pas le cas dans les jours à venir. Pour être matinal, j'ai mal. Faut que ce soir on soit au fond là-bas. Faut que ce soir on soit où? Au fond là-bas. On a décroché le deuxième truc au bout là. Pas loin du Piton Carré.